Nous, vous êtes nombreux à être avec nous le midi à partir de 12h30 jusqu'à 14h. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant la maire de Bémao, Madame Hélène Polifonte-Molia. Elle viendra un petit peu s'expliquer sur le conflit de Bémao, puisque vous savez que cette grève-là est dure et perdure. On a l'impression que les choses avancent et puis finalement, rien n'avance pour l'instant. Nous en parlerons tout à l'heure. On parlera aussi avec Madame Edouardville qui est prévue. Madame, elle est cardiologue, on parlera un petit peu de la situation de ce qui se passe au CHU en ce moment et aussi surtout de la télémédecine. Et puis un peu plus tard, nous aurons Isabelle Flandrina-Adonis qui viendra nous parler de son deuxième quiz, on peut dire Caribbean Quiz, la croisière aux Caraïbes. On en parlera dans un instant. Et puis à la fin, Jean-Luc Divial, comme chaque semaine, Eda Misso. Et on parlera aujourd'hui d'une ville de la vallée du Nil où un poisson était célébré, mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, ce sont des titres sur la lutte contre le sida. C'est un reportage de Maurice Cessé depuis Paris. Ensuite, on reviendra à Marie-Galante pour parler de télémédecine, puisque ça y est, ça va démarrer. Les Marie-Galantais n'auront plus à se déplacer pour se faire examiner. On parlera aussi à Marie-Galante de l'inauguration du gymnase, un gymnase qui devrait être livré, mais enfin il n'est pas encore totalement terminé. Toujours à Marie-Galante, la compétition de scooter des mers, le MJ Race, ça s'appelle désormais, semble-t-il, c'est ce qui va remplacer la Carojet, mais enfin on en parlera et puis on ira faire un petit tour aux côtés des Marie-Galantais qui étaient en carnaval hier. C'est un reportage de Babas. Je signale quand même que vous aurez l'occasion de voir une vidéo documentaire sur les mares de Guadeloupe, ça s'appelle Ma Guadeloupe, et un second sur la Lirondage. Voilà ce qui fait le sommaire du ZCL aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Guadeloupe, vous êtes en Martinique, vous êtes en France, vous êtes jusqu'à la Réunion. Ensemble, qu'on nous a dit, eh bien, nous avons déroulé l'actualité. Donc, on commençait par le premier sujet. Ce premier sujet, c'est la lutte contre le sida. C'est un combat récurrent depuis des années maintenant. Et c'est un sujet de Maurice Cessé depuis Paris. Plus largement dans la lutte contre le VIH, qu'on pourrait avoir une déclinaison dans les territoires d'outre-mer. Et ça a été une proposition faite. Mais plus largement dans la lutte contre le VIH, qu'on pourrait avoir une déclinaison dans les territoires d'outre-mer de tous ces services. Et il était important que cette plateforme téléphonique, elle puisse être davantage accessible pour les ultramarins, notamment avec la question du décalage horaire. Donc on ait une amplitude au moins équivalente à celle qui existe en métropole. Et puis après, des plateformes davantage adaptées à nos spécificités, aux territoires d'outre-mer. La question de la langue, le créole par exemple, puisqu'on est effectivement en Guyane. Et puis, pourquoi la Guyane? Parce que la Guyane, aujourd'hui, c'est le territoire le plus touché. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus de cas de taux par rapport au nombre de gens testés, par rapport à l'Hexagone. C'est le taux le plus important de France. Il me semblait important que ce soit ce choix que je puisse faire parce que nous avons une action forte à mener en Guyane. En Guadeloupe, le taux est aussi en augmentation et nous avons des améliorations de données à avoir dans d'autres territoires. C'est vrai qu'on est confronté, c'est ce que disait Madame la Ministre, c'est à cette barrière de la langue. Et on a eu souvent des appels, des gens qui me disaient voilà, moi je voudrais vous poser la question, je ne parle pas très bien le français, et l'écoutant était bien embêté. Et donc pour nous, ça nous a paru important de pouvoir offrir, en tout cas, de la même manière qu'on le fait sur l'Hexagone, aux populations ultramarines, d'avoir au moins le même service, et puis sur la même amplitude horaire. Écoutez, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que moi, depuis que je suis là, je prêche pour que partout on ait le réflexe outre-mer. Ça veut dire quoi le réflexe outre-mer? Ça veut dire simplement quand on pense un dispositif, quand on pense une loi, eh bien on pense à son applicabilité dans les territoires d'outre-mer qui ont des spécificités. C'est la différenciation que veut le président de la République. Eh bien, il faut le décliner dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la prévention, et il faut le faire au sein d'un gouvernement, au sein des administrations, mais aussi avec nos partenaires de terrain. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est ce que je porte. Donc, je le fais.
Il est évident que quand il y a à côté une spécificité que je sollicite, elle a un coût. Et donc le ministère des Outre-mer signe une convention avec l'association et nous apportons effectivement 150 000 euros pour que l'on puisse mettre en place cette plateforme qui sera, je pense, disponible après le mois de mars, parce qu'il faut recruter en Guyane un certain nombre d'écoutants, il faut les former. Ils viendront se former ici à Paris. C'est aussi l'intérêt, parce que j'aurais très bien pu faire le choix de dire on va créer des plateformes locales avec des associations locales. Oui, mais nous savons très bien que dans nos territoires, on a aussi besoin de soutien, d'être aussi épaulés par des structures qui ont de l'expérience, une grande expérience. Et il faut se servir de cette expérience et après s'adapter avec des spécificités dans les territoires, avec des liens avec les associations locales et surtout recruter du personnel du territoire. Le SIDA Infoservice, une structure, une plateforme qui va être opérationnelle réellement dans tous ces pays, Guadeloupe, Martinique, Guyane et au-delà, à partir du mois de mars, si on s'en tient à ce que disait la ministre française. Alors on continue à dérouler l'information, on est toujours dans le secteur médical, puisque vous savez que vendredi dernier, la région s'est déplacée à Marie-Galante. Il s'agissait pour le président Chadus de faire le point sur un certain nombre de dossiers qui étaient en cours, en construction, notamment le gymnase, on en parlera tout à l'heure, mais aussi la télémédecine. La télémédecine, c'est une occasion maintenant, vous savez, on est dans l'ère de la modernité. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un Marie-Galantais aujourd'hui n'a plus besoin de se déplacer pour pouvoir être examiné, pour pouvoir voir son médecin avec la télémédecine dont le responsable, c'est le docteur Edouardville qui devait être avec nous aujourd'hui. On va pouvoir tout simplement, avec ce système, ce dispositif utilitaire, permettre aux Marie-Galantais d'être soignés à distance. On regarde ce reportage de Charlie Dagonia. Et ça a été une proposition faite d'amener le très haut débit à Marie-Galante, c'est chose faite, le câble est passé et nous sommes venus aujourd'hui dans cet hôpital voir avec les responsables comment se passe et comment ça se passera concernant la télémédecine. Et nous avons eu Mme Edouardville qui a expliqué en présence de l'ARS et de la directrice tous les travaux qui ont été réalisés et une première mondiale, notamment la télé cardio, je crois, le contrôle médical à distance. Donc nous sommes vraiment très satisfaits. Et ce que nous voulons pour Marie-Galante, c'est que dans chaque foyer, qu'il y ait le très haut débit. Donc actuellement, le câble est passé. Maintenant, c'est la commercialisation qui commence à Marie-Galante, parce que nous avons beaucoup trop de zones blanches à Marie-Galante. Ce n'est pas normal que Marie-Galante ne soit pas convenablement couverte par le très haut débit. Et avant cela, ce matin, nous avons été posé la première pierre du gymnase à Marie-Galante. Il n'est pas normal qu'une grande île comme Marie-Galante n'ait pas un gymnase pour le nombre d'associations, de clubs sportifs de hand de volley qui pratiquent une discipline, qui reçoivent aussi des équipes de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, je pense que la région tient ses promesses envers Marie-Galante et nous continuerons à le faire en fonction des demandes de Marie-Galante. Voilà, il est 12h41. Dans un instant, nous allons recevoir la maire de Bémao, Mme Hélène Polifonte, qui est chez nous. Bonjour. Mais avant, on continue notre déroulé à Marie-Galante, puisque je vous l'ai dit, le président de région était vendredi dernier avec toute une équipe de journalistes et d'administratifs à Marie-Galante. Il s'agissait de faire le point sur un certain nombre de travaux. Vous vous souvenez, la semaine dernière, le président de région n'était pas content, il avait raison, parce que les travaux n'avançaient pas au rythme souhaité au CREP cette fois. C'est le gymnase de Gambou. On regarde encore ce reportage de Charlie Dagonia qui était sur place avec les équipes des autres médias tout de suite. Vous savez, le rôle de la région Guadeloupe, c'est le développement économique. Je pense que faire venir des associations, des clubs de l'extérieur à Marie-Galante, c'est une forme de tourisme qu'on emmène. Marie-Galante a un festival international qui est connu actuellement. Il y a des gens qui viennent à Marie-Galante. Marie-Galante, cette année, je crois, un record de bateaux de croisière touristiques. Donc je pense qu'il faudrait que la région puisse répondre à la place de ceux quand ils n'ont pas les moyens de le faire, en espérant que demain, chaque personne pourra prendre ses responsabilités. Donc nous sommes la région Guadeloupe, nous sommes Marie-Galante et la région Guadeloupe. Donc comme je le dis,
La réussite d'une région, c'est la réussite de ses communes. 32 communes, nous sommes là pour accompagner les communes, comme nous le faisons pour l'eau actuellement. Donc, on ne nous passe pas nos responsabilités, on accompagne notre population. Marie-Galante n'a pas d'infrastructure sportive digne de ce nom. N'oubliez pas que nous avons un lycée de qualité, puisque nous avons 100% de réussite au bac. Nous avons des sections d'exception, puisque nous avons la section Europe, la prépa aux grandes écoles. Et ces enfants-là n'avaient pas de structure sportive. Donc, c'était inacceptable. Et c'est pour cela que je me suis rapprochée de la région Guadeloupe en leur disant comment se fait-il que le lycée de Grandbourg, le lycée de Marie-Galante, le seul de l'île, n'ait pas d'équipement sportif. Et c'est par ce biais-là, et non pas en outrepassant ses compétences, que la région a pu mettre en place ce gymnase à Marie-Galante. Parce que le lycée, ça doit desservir le lycée. Après, nous avons décidé de faire une mutualisation. Nous n'allions pas multiplier les infrastructures, en faire une communale, en faire une pour le département, puisque nous sommes une petite île, il y a quand même un nombre limité d'élèves, et nous avons décidé de mutualiser cet équipement au service du collège, de la commune et du lycée. En espérant que cet équipement sera bientôt disponible. Alors, ce matin, il y avait une conférence de presse du maire de la ville de Bémao, Hélène Poliphone. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Dans son communiqué, elle s'inscrit en faux contre les allégations du syndicat UTC-UGTG. La maire de Bémao précise qu'elle n'a jamais reconnu ne pas avoir appliqué le point numéro 2 du protocole du 11-10-2009 relatif à la revalorisation du régime indemnitaire. De l'autre côté, et c'est ça qui a déclenché la polémique à propos de la médiation de ce samedi, le GTG dit encore une fois, il nous a fallu près de 12 heures de discussion sur la médiation de M. Christian Gatou pour enfin que Mme Poliphone Hélène accepte de nous donner raison sur le point 2 du protocole du 11 octobre relatif à la revalorisation du régime indemnitaire qui n'a jamais été appliqué. Nous avions eu d'ailleurs vendredi le représentant de l'UGTG qui disait que pour eux, le combat continuait puisque ce protocole n'avait pas été appliqué. Alors, Mme Poliphone, il faut que les Guadeloupéens et les Bémans aussi qui vous regardent comprennent votre mairie et votre commune est bloquée depuis pratiquement un mois. Les écoles fonctionnent mal, les cantines ne fonctionnent pas. Enfin, il y a eu plein d'incidents. Quelle est la situation aujourd'hui au regard de ce fameux point numéro 2 ? Déjà, je vais quand même souhaiter le bonjour aux Bémaotiens et puis aux Guadeloupéens, puisque vous l'avez dit que les Guadeloupéens regardent dans la direction de Bémao. Absolument. Et c'est vrai que je partirai par étapes, par palier. Nous avons le 11 octobre 2019 signé un protocole d'accord sur plusieurs points. Et parmi ces différents points, il y a eu ce point numéro 2 où il s'agit du régime indemnitaire, qu'on appelle plus communément le RIV7, qui est un régime indemnitaire qui est apparu par un décret qui est sorti en mai 2014, mais décret qui n'est applicable qu'à partir de 2017. Toujours dans un souci d'accompagnement de nos agents, nous n'avons jamais attendu ni tergiversé pour appliquer la loi. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes donc attelés à mettre en place une délibération qui a été votée à l'unanimité par tous les syndicats représentés et présents, ainsi que les élus, les deux collèges. Ensuite, il y a eu, comme vous l'avez dit, un mouvement qui a affecté le territoire. Et à partir de ce mouvement, nous avons signé un protocole d'accord. Et ce protocole d'accord a été co-produit et co-signé par les deux parties. D'ailleurs, j'ai des documents. Qu'est-ce qui stipule ce protocole d'accord? Ce protocole stipule quoi? Qu'il y aurait, bien entendu, un régime indemnitaire qui devrait être installé et surtout une modulation en tenant compte, bien entendu, d'un certain nombre de critères, à savoir le grade, la fonction exercée par l'agent, la qualification de l'agent, l'expérience professionnelle de l'agent, et en vertu de ces critères, qui sont exprimés dans le protocole. Qui sont écrits dans le protocole. Le protocole signé par les trois parties. Je dis les trois, parce qu'il y a eu le secrétaire au niveau local, au plus haut niveau. Il y a le secrétaire au niveau de Bémao.
et la collectivité que moi je représente. Il y a donc cette partie du texte. Ensuite, il y a les critères qui sont énoncés, qui apparaissent clairement. Et dans un deuxième temps, il s'agissait de voir en janvier pour la deuxième tranche. Ce protocole, et je m'inscris en faux sur les allégations et les mensonges tenus par l'UTC UGTG, ce protocole, et je reste sur cette position, je l'ai respecté. Ce protocole, il faut que la population le sache, tel qu'aujourd'hui demandé par l'UTC est illégal. D'accord? Les exemples. Vous voulez dire la revendication que fait l'UTC 0,65 pour tous. Oui, c'est ça leur revendication. Oui, elle est illégale. Voilà. Oui. Elle est illégale. 0,65 pour tous. Cette revendication n'était pas dans le protocole qui a été signé, si je comprends bien. Pas du tout. D'accord. Jamais. Oui. Et je l'ai toujours dit. Et ils le savent. Parce que tout de suite, si vous regardez les petits points qui apparaissent, si vous avez le protocole sous les yeux, vous voyez apparaître les critères. En tenant compte. En tenant compte des critères. Donc, en tenant compte. Oui. Donc, si les critères, d'accord, il y a tout un tas de choses qui montent. Et puis, il y a aussi les tranches, l'arrivée. Quelqu'un qui est arrivé, il y a un nom de la collectivité. Oui, n'a pas le même temps. Attendez, quand même, oui. On ne peut pas dire que cette personne n'a pas de qualification. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent avec un bac plus 5. Mais faut-il dire que parce qu'il a un bac plus 5, il a plus d'expérience que celui qui a... Non, c'est pas ce qui fait l'expérience professionnelle d'une personne. D'accord? Donc, il y a des critères, et ces critères nous ont permis de mettre en place cette modulation. Effectivement, et il y a des personnes qui sont arrivées à 0,65. On a une grosse masse de personnes entre 0,50 et 0,60, d'accord? Et puis les jeunes qui sont arrivés, et il faut qu'on le sache, sont sur un départ de 0,30. Alors que dans d'autres collectivités, oui. la tranche c'est 0,17, 0,20, plus élevé, ou 0,14. Donc, en fait, si je comprends bien, et que les collègues nous comprennent bien, le GTG voudrait que vous n'appliquiez pas les critères et qu'on passe directement... 0,65 pour tout le monde. Quels que soient les critères d'âge, d'expérience. 0,65 pour tout le monde. Et je n'en dis pas plus, d'accord? 0,65 pour tout le monde. Et ça, c'est illégal. Et ça, c'est illégal. D'accord. Alors, pourquoi l'UGTG dit, après 12 heures de discussion, vous êtes mis d'accord pour affirmer, etc. Mais c'est faux. C'est faux. J'ai vu... Monsieur Gatou, vous avez... J'ai vu... Laissez-moi vous donner les choses, parce que je suis une personne, peut-être que je prends du temps. Non, mais dans ce temps que je prends, j'aime dire, et je dis la vérité, nous avons eu un contact face à face, un tour de table, ainsi, ils sont en face. Monsieur Gatou, en lieu en place du président de Cap Excellence, c'est là qu'il était assis. On ne s'est regardé, attention, je les ai regardés en m'exprimant. Nous n'avons eu que 15 minutes pour cela. Ils se sont exprimés avant moi. Pas une minute ou une seconde, ils ont levé les yeux pour me regarder. Je les ai regardés en face pour leur dire ce que j'avais à dire. Parce que la réunion... Vous interprétez ça, cette absence de regard? Écoutez, toute personne, je crois, peut comprendre ce que ça veut dire. Quand on dit les choses vraies, quand on dit les choses correctement, on ose regarder en face. D'accord? Donc, ils m'ont dit, la réunion, on voulait nous voir pour nous dire les choses. On a utilisé les mots griefs, non dits. Alors moi, je dis, ils ont des choses à me dire. J'étais même prête à entendre toutes sortes de mots, puisque apparemment on veut me dire des choses qu'on a sous le cœur. Alors moi, comme un agneau à l'abattoir, je me suis rendue à cette réunion. Et en plus d'être un agneau à l'abattoir, je me suis dit, ma population, je les entends. Tout comme
nous, représentants de la ville, nous voulons trouver une issue et sortir de ce conflit. Ma population aussi. Elle souffre. Mais elle souffre. Les parents d'élèves sont exaspérés. Nos enfants sont traumatisés parce que 2 éléments, ils ont trouvé leur école souillée. Ensuite, des personnes sont entrées cagoulées ou à visage découvert, quelque part intimidant, tétanisant le personnel. On dit que je n'ai pas traité quiconque de terroriste. J'ai répété des mots d'enfants qui m'ont fait mal. J'ai un enfant qui dit, on est rentré dans notre école, il y a des gens qui sont rentrés, ils ont fait comme des terroristes. Ce sont des mots d'enfants et ça fait mal, ça blesse. Donc on s'est vu 15 minutes. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes montés au 3e étage suite à une demande de suspension des discussions, des échanges sur ce que chacun avait à dire à l'autre. Nous sommes montés au 3e étage, ils sont restés à la salle de réunion du 2e étage, et pendant ces heures qu'ils vous disent, il y a eu, comme au Parlement, des allers et retours. Je ne sais pas si c'était par les escaliers, je ne sais pas si c'était par l'ascenseur, mais en tout cas, le médiateur descendait et il remontait avec les propos de chacun et les commentaires de chacun. Voilà comment ces discussions qu'ils disent qu'on a passé, non, je n'ai pas passé 12 heures devant eux à discuter. Et à aucun moment, je me suis mise à genoux, à aucun moment, je n'ai quelque part, je dirais, baissé la tête et dire que je m'en excuse, que je n'aurais pas. Je maintiens fermement que ce protocole, je l'ai respecté. Et d'ailleurs, tant et si bien, la médiation a été proposée par eux. Et dans cette volonté de sortir... Parce que vous avez eu notre process de médiation. Tout à fait. Vous avez proposé... C'est ce que je voulais, c'est ce que j'allais donc vous dire. Oui. Cette médiation et le choix du médiateur, c'est eux. Je l'ai accepté. Toujours dans ce souci d'apaisement, dans ce souci de calme et de retour au calme pour ma population, pour la collectivité de Bimaou. Mais j'avais fait une proposition suite à un premier courrier et non un 3e courrier de leur part, parce qu'ils disent qu'ils ont envoyé 3. Ils ont envoyé un courrier. Ensuite, j'ai répondu. Et d'ailleurs, ils envoient un courrier pour me dire, suite à notre courrier en date due, par votre courrier en date due, etc. Donc ça veut dire, ils admettent à travers un courrier que j'ai gardé dans mes archives, qu'ils n'ont envoyé qu'un seul courrier. Donc j'ai répondu avec les propositions que je faisais. Madame le maire, il y a aussi une polémique, moi j'ai envie que ça soit éclairci une fois pour toutes. Pourquoi il y a une polémique autour de votre chauffeur? Qu'est-ce qui se passe réellement? Écoutez-moi, c'est bien une polémique. Écoutez, je ne veux pas incriminer quiconque. Je ne veux pas faire de délation sur quiconque. Quoique quand j'ouvre la bouche, c'est pour dire la vérité. Ce chauffeur, qu'on dit être arrivé il y a 9 ans, ce chauffeur a près de 20 ans de service. Sur un plan territorial normal. Sur un plan territorial tout à fait normal, qui travaillait dans un syndicat intercommunal. Ce syndicat intercommunal, ce qu'on appelait les syndicats mixtes, d'accord, a été dissous à cause de la création des communautés d'agglomération. Les différents territoires ont récupéré du personnel. Le maire qui était en place à l'époque en a récupéré 3, 2 femmes et un homme. D'autres ont été placés dans des syndicats intercommunaux qui existent encore aujourd'hui, avec un dossier, avec un régime, d'accord, et avec une fiche de poste qui dépend non pas du cabinet du maire, mais du secrétariat général, en tant que chauffeur, que coursier est également mis à la disposition des élus. Parce que 35 heures de travail, à payer pour ton lettre et tout restant là aussi c'est là. Alors, quand l'UGTG dit, parce qu'il faut, là on est un stade... Et je n'ai pas envie de dire pourquoi on ne met pas en lumière des gens éminents à la tête, qui sont à 1 et des membres de leur famille qui sont proches du 1. Alors, ils disent, nous réaffirmons notre position et confirmons que seule l'application entière mettra fin à ce conflit. Alors, on en est où là aujourd'hui, Madame le maire? Seule l'application entière? Oui, c'est ça. Mais l'application a été réalisée. D'accord. Pourquoi on parle d'application entière? L'application a été réalisée. J'ai appliqué
appliquer le protocole. J'ai proposé une commission constituée d'experts, des experts juridiques spécialisés en ressources. Sans dire mon avis et ma lecture, j'ai envoyé les documents. J'ai envoyé des documents à des cabinets d'expertise, d'accord, ici, oui, en Guadeloupe, et en France, dont la Grande Couronne, d'accord, et un cabinet qu'on appelle le cabinet Coudray, qui est spécialisé en ressources humaines, et qui dit que la lecture du protocole, voilà la lecture, ce qui correspond à ma lecture et à la lecture de mes administratifs aujourd'hui. Et je vais aller plus loin. Tant pis, je saisis également le contrôle de la légalité. Je l'ai fait dans la semaine pour aussi dire le droit. Alors, 2 questions avant de terminer. Est-ce qu'il y aura une nouvelle série de rencontres avec le médiateur ou bien est-ce que désormais chacun reste de son côté, chacun n'a pas resté en canotaillot? Écoutez, pas pour chaque monde rester en canotaillot, parce que on dit souvent de la discussion, il faut communiquer. Oui. J'ai toujours communiqué. On ne vous voit pas tous les médias, vous communiquez. J'ai toujours communiqué, oui, sauf que je communique dans la franchise et dans la vérité. Ce n'est pas ma méthode, d'accord, de communiquer sur la base d'allégations et de mensonges, d'accord. J'ai vu passer des WhatsApp d'agents qui me disaient, nous pouvons faire rien, mettez fiche de PDO pour mon vrai, qui j'en ai bien payé, pour ce là ça arrêter. Non, je respecte le droit. Je ne le ferai pas. Combien même peut-être certains seraient poussés de le faire. Oui. Donc je reste disponible à la poursuite de la médiation et à la poursuite de la discussion, oui, parce que le protocole, il a été signé, il n'est pas renégociable. Alors, puisque nous sommes dans la période des élections municipales, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a derrière tout ça une manipulation politique? Écoutez, c'est la justice qui le dira. On a parlé des conséquences difficiles, des conséquences dramatiques. Vous l'avez entendu? Oui, mes policiers qui ont été quelque part, leurs voitures ont été incendiées. Ils ont été menacés. Je profite pour les féliciter et les remercier pour leur engagement, pour leur dévouement. Des agents qui veulent reprendre leur travail, tétanisés, où on les intime de ne pas rester, de sortir. Les enfants, je l'ai dit aussi à l'instant. Donc, vous comprenez bien qu'il faut une issue à toute cette affaire-là. D'accord? Et puis, pour couronner le tout, et là j'arrive à votre question, un local d'une association qui est incendié, un jeune qui est écroué, et puis des personnes du syndicat qui vont devant la gendarmerie où ils se trouvent, porter main forte et qui après se dissout parce qu'effectivement on commence par annoncer qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Et je vous rappelle, aujourd'hui, les commanditaires, on est en train de les rechercher et de les cibler. Donc, on aura la réponse réelle à cette opération. Ok, il est 13h. Merci, Madame Polifond, d'être venue en direct nous dire tout cela. C'est un conflit, on va continuer dessus. Je crois que cet après-midi, l'UGTG à son tour fait une conférence de presse. Bien évidemment, on le sait, l'UGTG demandera probablement un droit de réponse pour pouvoir exprimer leur point de vue. De toute façon, Canal 10 sera ce soir, cet après-midi à 14h, à leur conférence de presse. Et ce soir, dans le journal, on saura un peu davantage sur ce conflit. Ce qu'on souhaite, en tout cas, les Guadeloupéens et les Marocains, c'est qu'une fin soit mise à ce conflit. Et c'est important. Merci. Un dernier mot? Oui, je voudrais juste dire un dernier mot pour que la population puisse comprendre. Surtout la population. 0,65 pour tous. C'est quoi? C'était pas autant. Oui. C'est le salaire et c'est normal. Tout salarié a droit à son salaire. Toute personne qui travaille. C'est également les 40% et c'est un acquis. Je suis un fonctionnaire. S'il faut se battre, je peux me battre pour cet acquis, 40%. Mais après, c'est quoi ce régime indemnitaire? Pour une personne en catégorie C, sur une base de 900 € ou 945, parce qu'il y a 2 bases qui existent, c'est quoi? C'est 585 € pour celui qui a la base de 900 € et c'est 614 € pour celui qui a la base de 945 €. Donc voilà. Un salaire, une base, imaginons 1 700 €, les 40% de 1 700 € et tous les mois,
Parce que ce régime-là, c'est un régime mensuel, d'accord, tous les mois, 614 € en plus. Voilà, c'est dit 13h02 dans le ZCL. On prend une pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans cette édition. Il est resté avec nous puisque on va recevoir un peu plus tard Madame, il faut me dire, oui, Madame, elle sera avec nous. Oui, Madame Isabelle, elle est là, elle sera là. Et ensuite, on reviendra probablement sur d'autres faits de l'actualité, puisque l'actualité, c'est pas seulement Bimaru, on doit parler de cette compétition de scooters et aussi du carnaval à Margaret. A tout de suite dans le ZCL. Merci Madame la maire. Voilà, il est 13h09. Un petit mot pour saluer la disparition d'un confrère de la radio d'État. Je veux parler de Max Moinet. Max Moinet, tout le monde le connaissait à l'époque. Il a été rédacteur en chef, enfin l'équivalent d'une rédaction en chef à ce qu'on appelait à l'époque FR3 Guadeloupe. Il avait réellement révolutionné l'information, puisque c'est à l'époque de Max Moinet qu'on a créé le premier journal créole. Ça, c'est à cette époque aussi le premier journal qui s'appelait Guadeloupe Panorama à l'époque. Max Moinet s'en est allé, il a été aussi sportif, il a beaucoup évolué dans la boxe, mais aussi dans les autres sports, particulièrement dans le cyclisme, puisque Max Moinet avait rédigé un ouvrage consacré à la victoire de Claire Valentin qu'on appelait à l'époque Tintin le Jaune. Depuis cet ouvrage, Max Moinet vient de nous quitter. Repose en paix, chers confrères et chers amis. Malheureusement, chaque année comme ça, nous perdons des confrères. L'année dernière, c'était René Casimir Janon. Un petit peu avant, c'était Jean Chaumont-Lamotte, Louis Lara, Louis Francis, enfin bref, des journalistes guadeloupéens qui ont marqué l'époque et le moment. On les salue, on leur remercie. On revient à l'actualité. L'actualité, ça va être du 31 au 3. Mais il va y avoir la journée mondiale des zones humides. Ça va se faire à Gachette, à Port-Louis. Alors, cette journée des zones humides permettra donc dès samedi une soirée de compte à l'entour à Dlo avec le compteur Fayot. Dimanche 2, accueil à 7h30, départ sur le circuit toutes les heures. Découverte des zones humides avec le guide Jean-Pierre Chicaté-Moibert. Observation des oiseaux avec Amazona. Bref, ça va être un moment important pour ces zones humides. Alors parmi ces zones humides, eh bien, existent des mares. Il y a tout un travail qui a été fait puisque nous avons reçu la semaine dernière Madame Ladine qui nous en a parlé et elle nous avait promis de nous faire parvenir des extraits, des documentaires qui vont être présentés. On va regarder le premier de ces documentaires. Il n'est pas très long. Ça s'appelle Ma Guadeloupe. En créole, on en créole, on va dire on va dire on ma. Et donc ça s'appelle Ma Guadeloupe. On regarde tout de suite cette première vidéo. Ma c'est en moi, ma c'est ta, ma c'est taille, ma c'est en nous, ma c'est pour yo. Yo, c'est la jeunesse, c'est petit temps, élèves en moi. Ma, c'est l'espoir pour demain. Ma c'est témoin à ça qui passait hier. Entendre l'eau porter kakoui qu'on la roi à grand été antillo pour river en robinet à case. Bessio te caïboué en ma. Pour la vendre, c'était de l'eau ma. Tout le monde te caboué de l'eau à ma. Ma, c'est un réservoir, non seulement pour de l'eau, mais pour toute bête qui papait de l'eau, pour toute bête qui aimait de l'eau, pour toute bête qui ka vivre en de l'eau, en bas de l'eau, assis de l'eau, alentour de l'eau. Et pour tout asier qui besoin de l'eau en pied aille, pour tout asier qui papait mouiller pied aille, pour tout asier qui a servi et de l'eau pour pavoiser koaï. Si rivière a chanté toute longue allée en déboulé aïe, toute la semaine sans prendre peine, Mali carondi koaï pour y dormir si même. Ma pas qu'à dévoiler toute chez aïe. Ma c'est longtemps, ma c'est fraîcheur, ma c'est maman, ma c'est mystère. Peut-être pas ciré jodi, mais certains des mains nous que comprendre qui richesse à ma, pour nous protéger ma, pour nous approprier nous ma, pour nous préserver ma, pour nous valoriser ma, pour nous respecter ma, passe ma pour des mains, ma Guadeloupe, c'est une richesse pour la jeunesse.
Voilà, la ressource en nous. D'ailleurs, demain, dans le ZCL, nous recevrons Madame Sophie Cano. Madame Sophie Cano qui travaille à l'Office de l'eau, avec elle, bien sûr, nous reviendrons sur ce domaine. Deuxième petit document sur l'alimondage. Alors, l'alimondage en créole, c'est ça, quoi, l'environnement, mais quand créole a évolué, alors on dit l'environnement en créole, quoi dit l'alimondage. Deuxième documentaire, nous jetons-y. Vini zot pour nous parler zone humide qui était au debas. Ye kri. Ye kra. Ye mistikri. Ye mistikra. Te au debas, ni l'anme, ni mangrove, ni ma. C'est zone humide parce que des côtés où qu'a trouvé de l'eau. Mais qui genre de l'eau qu'a trouvé là? En l'anme, où qu'a trouvé de l'eau salée. En mangrove, où qu'a trouvé de l'eau saumâtre. En ma, où qu'a trouvé de l'eau douce. Mais est-ce que savent qu'à qui on ma? Voilà, il est 13h14, un petit peu de la recette, mais ça va être réglé très rapidement, puisque notre deuxième invité est déjà là. Il s'agit de Madame Isabelle Flandrina Adonis. Elle a été récemment primée à Paris. Elle va nous parler de la First Caribbean Business Quiz. C'est la deuxième édition de cette croisière, une croisière qui fera le tour d'un certain nombre d'îles dans la Caraïbe. Ça va démarrer le dimanche 9 février et ça va se terminer le 16 février. Et deuxième pour la Guadeloupe et deuxième arrêt le 8 février en Martinique. Et le 15 février, retour. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur ce détail, mais avant, Madame Isabelle Flandrina, vous avez été nommée, décorée réellement la semaine dernière à Paris. Alors, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé, pourquoi cette nomination. Bonjour Danick. En fait, c'est pas une décoration. J'ai été nommée déléguée interrégionale pour l'outre-mer de l'OSCI. L'OSCI, c'est une fédération nationale des opérateurs spécialisés en commerce international. Tout à fait. Voilà, donc j'ai demandé à restreindre la délégation aux Antilles-Guyane, parce que l'outre-mer, ça faisait quand même un peu vaste. Et donc, je serai en lien avec les différentes institutions au nom de l'OSCI pour faciliter tout ce qui est commerce international, donc import-export, représentation de la Guadeloupe à l'extérieur, et faire le relais en termes de communication, en termes d'information à toutes ces institutions nationales. Alors, votre rôle, ce sera d'être l'intermédiaire entre, par exemple, si un Guadeloupéen vient importer ou exporter à Trinidad ou à Barbade, passera par votre bureau, on peut dire comme ça. Alors, l'idée, c'est déjà de fédérer les opérateurs du commerce international en Guadeloupe, savoir qui travaille à l'international. La CCI, par exemple. Par exemple, donc aussi bien privé que public, et faire le lien entre ces opérateurs privés et publics, parce que trop souvent, il y a une scission entre le monde privé et le monde public, alors que nous sommes censés faire ensemble pour faire avancer la Guadeloupe, les Antilles et l'outre-mer au niveau international. Et ça va être, votre tâche commence déjà ou bien elle va commencer? Je suis en plein dedans, en fait. Je suis en plein dedans. Oui. Donc, j'aurai bien sûr la double casquette Isanaja Consulting et OSCI. Et donc, il s'agira justement de faire le lien entre les opérateurs au niveau national, parce qu'il y a quand même une centaine de délégués, pays ou régions. L'OSCI est représenté dans le monde entier et permet la facilitation justement entre les relations internationales entre les différentes régions et les différents pays, faciliter la visibilité et l'exportation des produits français à l'étranger. Et là, ça sera vraiment déjà un travail ici qui est très intéressant de recherche de tous ceux qui travaillent à l'international, nous fédérer en réseau pour qu'il y ait ce lien que, par exemple, si quelqu'un qui est à Dubaï, qui est au Japon, qui est en Afrique, veut exporter vers la Guadeloupe, veut importer de la Guadeloupe, qu'il sache à qui s'adresser. Ça ne sera pas forcément moi, mais je pourrais le mettre en relation avec la personne idoine afin que tout se passe le mieux possible. Bien, alors, deuxième sujet de votre visite, c'est la First Caribbean Business Quiz, nomme tout.
la deuxième. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la First Caribbean Business Quiz, je te demande de rappeler un peu en 2 mots. Donc la First Caribbean Business Quiz, c'est l'occasion pour les entrepreneurs de l'outre-mer et d'ailleurs d'aller à la rencontre de tous les entrepreneurs et institutions de la Caraïbe, anglophones, je précise. Oui. Donc nous aurons à bord des chefs d'entreprise ou des représentants d'entreprises et d'institutions de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, de Métropole également, et de Barbade et de Sainte-Lucie, qui vont embarquer soit à Fort-de-France, soit en Guadeloupe, pour aller à la rencontre de Tortola, de la Dominique, d'Antigues, de Saint-Kitts et Nevis, voilà, et de Sainte-Martine, pour réseauter, pour nouer des liens commerciaux, initier du business et surtout échanger sur les opportunités d'affaires qu'il existe, sans oublier à bord toute la partie dynamique, je dirais également, puisqu'il y aura des conférences, il y aura des tables rondes, il y aura du réseautage entre les différents chefs d'entreprise, et puis la partie croisière, hein, bien sûr, parce que toutes les activités sont ouvertes. Sur le bateau ont vraiment le temps de s'amuser entre conférences, rencontres avec les gens de l'OCS, etc. Alors c'est vrai que... Parce que quelqu'un m'a dit, ouais, en tant que croisière, on pas jamais le bateau là. À commencer par moi, Dani. Donc l'année dernière, c'est vrai, non, on avait mis la barre très très haut, et on ne voulait absolument pas que les gens reviennent avec des regrets, avec des manques, en disant ouais mais bon c'était une croisière classique. Non, donc on avait blindé le programme, et c'est vrai que le programme était chargé. Cette année c'est plus léger? On s'est organisé, on a réorganisé, voilà, l'intérieur. C'est-à-dire que avant c'était vraiment très soutenu. On descendait à chaque escale, on avait des rencontres donc à chaque escale toute la matinée. L'après-midi était réservé à la détente. Voilà, entre guillemets, ou aux rencontres par rapport au workshop qu'on avait eu le matin. Et en fait, on s'est rendu compte que l'après-midi était très, très, très réduit, parce qu'après, on avait des débriefings, conférences, etc. Et ensuite, le dîner. Donc là, on n'a pas fait de coupure entre les conférences et table ronde d'abord et le dîner. On va enchaîner le tout pour que les gens aient un peu plus de temps dans l'après-midi pour essayer de profiter. C'est le MSC Preciosa, donc il y a quand même de belles choses à faire. Mais cela dit, il faut le dire, c'est pas une croisière classique, c'est pas la croisière Cassave, quoi. Non, c'est pas la croisière s'amuse, ça c'est clair. On s'amuse pas là. C'est pas la croisière. On vient pour bosser, pour prendre des contacts et réseauter. C'est ça. Et les gens de la première croisière ont été satisfaits? Très satisfaits, puisqu'ils reviennent. Ils reviennent. Donc ça c'est une bonne chose. Ceux qui ne reviennent pas ne le font pas, soit par empêchement professionnel ou familial. Donc ça c'est normal. C'est clair. Tous les élus. Ils sont en pleine campagne. C'est clair. Donc c'est vrai qu'après vous avez des institutions qui ne sont pas concernées par les élections municipales, heureusement. Et donc l'objectif c'est d'avoir, on a quand même les chambres de commerce, on a les offices au comité du tourisme. Donc là, à ce niveau-là, nous avons de quoi faire. Nous avons matière à partager. Et l'idée c'est vraiment de monter en gamme. Là, on a quand même le partenariat de l'OECS. Qui accompagne. Qu'est-ce que ça implique le partenariat de l'OECS? Ça implique. Alors déjà, je suis très fière parce qu'ils ont salué, félicité Isanaja pour le côté innovant et original de cette mission, ces missions de prospection et d'affaires. Et donc, ça donne une légitimité à la croisière business, ça donne une visibilité vraiment caribéenne, puisque le relais communication sera fait aussi par l'OECS dans toutes les régions de la Caraïbe. Il y aura des représentants de l'OECS qui seront présents à chaque escale pour vraiment donner une visibilité business, donc pour mettre en relation de façon plus ciblée et plus pointue les entrepreneurs qui nous accompagneront, les hommes et femmes d'affaires qui seront à bord. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Escale, par exemple, arrivée à Basse-Terre, à Saint-Kitts à 19h, l'escale dure à peu près combien de temps? La journée. On arrive le matin vers 9h et on repart vers 19h. Uniquement du travail pendant 10 heures? Non, on arrive, alors en général, on arrive vers 9h du matin, sauf à Tortola, je crois, où on arrive à 10h. On arrive entre 8 et 9h. Donc on descend tranquillement.
on va sur le lieu de rendez-vous, soit à pied, soit en bus, soit en navette maritime. Et là, on a ce que j'appelle un regroupement qui dure à peu près entre 2 et 3 heures. Donc, des présentations institutionnelles, et puis, bien sûr, des échanges, des ateliers de travail, les workshops, qui sont établis en fonction du secteur d'activité. Donc, on sait déjà qu'il y aura un workshop tourisme, agriculture, énergie renouvelable, comment ça s'appelle ? Immobilier, investissement, les aides aussi, parce qu'il y a des entreprises qui souhaitent savoir comment s'implanter sur telle ou telle destination. Donc il y aura vraiment plusieurs pôles. Ça va dans les deux sens, Isabella, c'est-à-dire lors de ces rencontres, les Caribéens qui veulent s'installer ou veulent développer quelque chose en Guadeloupe, est-ce qu'ils peuvent avoir les moyens de le faire? Bien sûr, il y aura ces informations puisqu'il y aura avec nous différentes institutions qui pourront leur répondre. Donc ça, c'est aussi l'objectif, c'est d'avoir cet échange d'informations et de voir ce qu'il est concrètement possible de faire ensemble, ou en tout cas, dans le pire des cas, de pouvoir faire remonter l'information aux institutions ou aux personnes idoines. Alors j'imagine que des traducteurs sont prévus pour les gens qui n'ont pas une bonne maîtrise de l'anglais? Oui, à bord, non. Mais bon, à 80%, 70-80%, on parle anglais. Et aux escales, oui, puisque nous sommes en collaboration aussi avec les alliances françaises. Alors, départ, il y a 2 départs, hein? Oui. Un départ en Guadeloupe, un départ en Martinique. Voilà, parce qu'en fait, il nous a semblé plus logique de faire partir les Martiniquais et les Guyanais de Fort-de-France, puisqu'il y a une escale à Fort-de-France, qui est en fait l'avant-dernière escale, mais que nous, on prend comme première escale, et nous les recevons le dimanche 9 en Guadeloupe. Donc d'ailleurs, l'après-midi, il y aura des échanges, il y aura un regroupement également qui sera fait à Pointe-à-Pitre pour les échanges entre chefs d'entreprise, institutions et les participants. Il est encore temps de s'inscrire. Oui, parce qu'avec tout, c'est vrai qu'avec tout le remue-ménage socio-économique qui est en cours, qu'on subit actuellement, on a préféré prolonger un peu les inscriptions. La deadline. Voilà, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cabine, il en reste une dizaine. Donc quand il n'y aura plus, on dira stop, tout simplement. D'accord. Au téléphone, bien sûr. 06 90 40 82 12, et puis le site www.isanaja-consulting.com. Combien de personnes avez-vous pour ce genre de croisière? On va dire entre 40 et 50. 50, ça peut déborder un petit peu, mais on ne veut pas aller non plus au-delà parce qu'il faut quand même gérer tout ce beau monde. On a notamment un représentant du lycée professionnel du Lamentin qui devrait être avec nous, puisqu'on est déjà en train de travailler sur une collaboration pour 2021 où on va accueillir une classe de BTS dans le cadre de la croisière business. Alors, question pour sourire, est-ce que c'est la peine de venir avec son maillot de bain quand même? Mais oui, Danick, ne soyez pas défaitistes, bien sûr. Là, on a aménagé des petites plages, des petites plages de détente pour en profiter un petit peu. Bien, alors rendez-vous donc le 9 pour les Martiniquais, qui nous regardent en ce moment, et le 8 pour les Martiniquais. Le 8 pour les Martiniquais et le 9 pour la Guadeloupe, et c'est au retour le 15 ou le 16 alors. Voilà, le 15 en Martinique et le 16 en Guadeloupe. 408 212, c'est un portable, si vous voulez vous inscrire, il est encore temps, et c'est isanaja.consulting@orange.fr. Voilà, 13h27, nouvelle pause, et on se retrouve tout à l'heure pour notre chronique Edamisso avec Jean-Luc qui est déjà sûrement arrivé, oui, en Cavoye. À tout à l'heure. Merci Isabelle. Merci beaucoup Danick. Mais voilà, il n'est que 13h35 dans le ZCL. Dans un instant, on va recevoir Jean-Luc Mboté. Mboté. Avec lui, on fera un petit point dans les Damissos de tout à l'heure. Mais avant, on continue notre tournée à Margarin, puisqu'il y avait ce week-end une compétition de Scott des mers. Ça s'appelle le MJ Race désormais. Semble-t-il, la Kaouidjet peut-être ne reviendra plus dans les mers de Petit Bourg de la Guadeloupe. En attendant, Kylian Romain a suivi cette compétition de School des mers. On regarde son reportage en direct de Marie-Galante. Vous savez, le rôle de la région Guadeloupe, c'est le développement économique.
Je pense que faire venir des associations, des clubs. Oui, on revient donc sur le sujet concernant la compétition de Scott des Mers, MJ Race. C'est un sujet de Kylian Romain, je vous l'ai dit, cette course de scooter des mers devrait théoriquement remplacer la Carougette qui a connu quelques difficultés économiques depuis 2 ans. Semble-t-il, cette année, elle ne sera pas reconduite. Et donc, pour l'instant, on s'organise autour de ce MJ comme Marie-Galante, MJ Race, la course de Marie-Galante. On regarde le sujet de Kylian Romain. Un bilan positif dans la mesure où on a eu 3 jours de course, les pilotes se sont donnés à fond, donc on est satisfait parce que c'est pas évident non plus d'organiser une course hors de nos bases. Il fallait s'implanter sur Marie-Galante, mais un bilan très satisfaisant sur le plan sportif. Après, au niveau de l'organisation, il y a toujours des choses à revoir, mais bon, on va y travailler. Et puis, je crois que la 2e édition, on va s'améliorer. Il faut transporter tout sur Marie-Galante. Une structure sur Marie-Galante, c'est pas évident. Il faut monter des camions, il faut déplacer tout le monde. Voilà, c'est plus une question de logistique. Franchement, je trouve ça extraordinaire parce que, comme je l'ai dit, ce matin, je n'y croyais pas. Parce que certes, j'avais des points d'avance, mais le deuxième arrivait très fort derrière moi. Christophe Licaron a une machine plus performante que moi. Cette année, j'ai choisi l'efficacité du jet et pas la performance. Donc, je suis tombé sur la mauvaise carte parce que la mer était beaucoup plus plate que les années précédentes. Donc, malgré ça, j'ai pu rester premier au classement général. Je trouve ça franchement génial. La population de Marie-Galante était présente. Après, c'est la première édition. Je pense qu'après ce qu'ils ont vu, l'année prochaine, ça nous permettra aussi d'impliquer tout le monde. Il y a eu des jeunes qui ont été impliqués au niveau des roads. Et après, au niveau des assistants, on a pris des gars de Marie-Galante pour aider les pilotes. Rendez-vous l'année prochaine. Après, la date sera fixée très prochainement. Visiblement, cet MJ Race prendra son ballon un peu comme la Carougette. D'ailleurs, on retrouve Éric Paulin qui était à l'initiative de ce Carougette. Dernier sujet sur Marie-Galante avant de revenir sur Edamisso, c'est le carnaval, puisque Marie-Galante aussi a un carnaval. Et Baba, c'était là ce week-end, retour à Gambo, carnaval en balade. Vous savez, le rôle de la région Guadeloupe, c'est le développement économique. Je pense que faire venir des associations, des clubs de l'extérieur à Marie-Galante, c'est une forme de tourisme qu'on emmène. Marie-Galante a un festival international qui est connu actuellement. Il y a des gens qui viennent à Marie-Galante. Marie-Galante, cette année, je crois, un record de... Petite erreur d'aiguillage, mais on va tout de suite retourner à Marie-Galante. Là, on avait cité le sujet sur la construction du gymnase et je vous l'ai dit, c'était le carnaval ce week-end à Marie-Galante et c'est un sujet de Babas qui était avec Chicane. On regarde tout de suite. E eu levei toute puissance à eux ici dans avant.
C'était le carnaval dans les rues de Marguerite. On va quitter Marguerite et on va revenir à Edamisso. On salue Jean-Luc et tout de suite, générique pour le Edamisso numéro 49. Beauté, Jean-Luc. Beauté d'Annick, Anis Ogoma. Alors, si vous vous souvenez, nous avons laissé nos auditeurs et téléspectateurs sur la piste des origines du peuple Songhai. Ouais, Songhai, tout à fait. Et ce que nous avions comme documentation, comme élément, c'est des témoignages des griots qui disaient que ce peuple-là serait venu d'une ville qui se trouverait beaucoup plus à l'ouest que Goa, et que cette ville se retrouverait en bordure de fleuve. Et donc tous les éléments tentaient à démontrer que ce fleuve en question serait le Nil, et qu'en réalité les ancêtres des Songhai, le premier roi Djalamin et son frère seraient originaires justement du Yémen, mais qu'ils auraient séjourné dans cette région. Et donc nous savons qu'ils habitaient dans une ville où un poisson était célébré. Voilà. Alors, je reviens à une question qui était déjà d'actualité la semaine dernière. Cette ville, où l'a-t-on trouvée, Jean-Luc? Alors, permettez-moi d'émettre quand même 3 hypothèses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs villes. Et en réalité, l'Égypte, il faut le dire, célèbre ce poisson. Et il y a plusieurs villes où cette vénération pouvait être vraiment un élément majeur. D'accord? L'hypothèse 1, avec l'image 1, vous allez le voir, c'est déjà de remarquer un phénomène que vous allez observer, ce qu'il s'agit de la relation d'homophonie qu'il y a entre le nom de la ville d'Abydos et le nom du poisson. Voilà. Alors, si on peut avoir l'image, on va patienter quelques secondes. Voilà. Donc, vous voyez que voici la graphie par laquelle notre ancêtre, le scribe, écrit le mot poisson. Donc, vous voyez qu'il y a un ciseau, un pied, 2 collines démontrant une vallée, ensuite un poussin de caille et le déterminatif, l'élément le plus important puisqu'il précise le contexte, c'est le poisson. Mais vous allez voir que ce sont exactement les mêmes symboles qu'on retrouve dans la graphie pour nommer la ville d'Abydos. Oui. Donc c'est une indication déjà. Avec l'image suivante, vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Vous allez voir qu'en réalité, ce sont quasiment les mêmes symboles qu'on retrouve dans la ville d'Abydos et dans la ville dans la graphie du poisson. Et ceci dénote qu'on a quand même une certaine homophonie. Voilà. Quand il y a homographie, le plus souvent il y a homophonie. Et donc en copte, par exemple, on va dire Tebout pour dire le poisson, mais en copte, on va dire aussi About ou Ebout pour dire la ville d'Abydos. Donc c'est notre première hypothèse. Mais on peut avoir encore une autre hypothèse parce que avec l'image suivante, vous allez voir qu'il existe une divinité poisson et une localité associée au poisson. La seule difficulté que nous avons, alors ici vous voyez que c'est une autre façon d'orthographier le nom du poisson. Donc tout à l'heure nous avions une racine différente, bout, mais ici nous avons remou. Et donc vous avez la bouche, le hibou et ensuite le déterminatif du poisson. Alors à côté à droite vous allez voir qu'on a Rémi qui désigne la divinité poisson et en dessous la cité du poisson. Mais ici, je pense plutôt que c'est une indication pour dire que cette zone-là est assez poissonneuse. Pourquoi? Parce que en dessous du déterminatif, en dessous du poisson, vous voyez qu'il y a 3 traits qui dénotent une quantité indénombrable. Et à côté, vous avez le déterminatif de la cité, de l'agglomération organisée. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore identifié cette localité. Ensuite, notre troisième hypothèse, je vais vous la présenter, vous allez voir que là, on commence à approcher quelque chose, c'est qu'il existe une cité aujourd'hui appelée Al-Banassa, à 190 km du Caire,
qui fut en son temps le domaine d'un poisson particulier. Alors, vous allez voir que ici, vous avez le nom du poisson, mais orthographié avec ce qu'on appelle une métaposition, parce que là, on a Wabout ou Waba. Voyez? Donc, c'est comme si il y avait un préfixe devant, ou alors que le terme était métaposé, c'est-à-dire que les phonèmes étaient placés dans un ordre différent. Bon, il est dit, alors, là on peut faire un peu d'archéologie avec la vue suivante, parce que cette ville-là, il est dit que sous le roi Massira II, plus connu sous le nom de Ramsès II, eh bien c'était une forteresse, et que cette forteresse, elle est devenue quasiment une ville. Et aujourd'hui, eh bien c'est une authentique cité qui se trouve à 190 km du Caire, et cette cité, c'est le domaine de l'Oxyrhynque. C'est le domaine de l'Oxyrhynque, et d'ailleurs, vous savez que l'Égypte est divisée en plusieurs noms, et la région où se situe cette ville, c'est quasiment le domaine de l'Oxyrhynque. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a identifié le type de poisson qui était à l'époque vénéré dans cette ville? Eh bien, je vous ai un peu précédé quand j'ai parlé de l'Oxyrhynque, parce que en fait, c'est notre fameux Petrocéphalus de tout à l'heure. C'est le mormire. Nous en avions parlé lorsque nous avions parlé de notre fameux poisson bousse. Entre parenthèses, je veux vous dire qu'il n'y a pas qu'un seul poisson qui soit porteur de cette racine chez nous, parce que vous avez aussi le poisson qu'on appelle bambocho, qu'on appelle aussi bouissi. Mais bouissi, les gens disent plutôt brissi, mais en fait la racine c'est bouissi. Donc je referme la parenthèse et je vais dire que avec l'image suivante, on va voir ce qui est dit de notre fameux Oxyrhynque. Alors c'est une revue qui s'intitule Le Magasin Pittoresque et qui paraît entre 1835 et 1838. Et là-dedans, on dit ceci. Parmi ce genre de poissons dont on connaît maintenant 9 à 10 espèces, dont le poisson éléphant, toutes du Nil, à l'exception d'une seule qui est du Sénégal, nous choisissons le plus fameux de tous, Mormire oxyrhynque, poisson sacré qui avait donné son nom à la ville d'Oxyrhynchos en Égypte, donc la El Banassa aujourd'hui, où l'on avait bâti un temple consacré à son adoration exclusive. Donc on commence à approcher vraiment cette ville d'où partent les Soninké. Voilà. Alors pourquoi l'Oxyrhynque est-il aussi vénéré alors? Parce que en fait, l'Oxyrhynque fait partie du mythe de la passion d'Osiris. La passion d'Osiris, vous savez, hein, je le raconte souvent comment il est tué par Seth et démembré en 14 morceaux. Le corps est dispersé, mais son épouse Isis part à la recherche des 14 morceaux. Malheureusement, elle n'en retrouve que 13. Ouais. Alors, 15, mais alors aussi 13, mais le 14e morceau, qu'est-ce qui est devenu? Eh bien, ce fameux morceau, la légende dit qu'elle ne l'a pas retrouvé parce qu'il a été avalé par le fameux poisson Oxyrhynque. Voilà. En réalité, ce poisson est une métaphore. Il désigne les parties intimes d'Isis, raison pour laquelle il faut absolument que ce poisson avale le phallus, oui. Parce qu'en réalité, cette 14e partie, c'est le phallus d'Osiris. Oui. Sans ce geste du poisson Oxyrhynque, eh bien, il n'y a pas de procréation d'Horus. Voilà. Et donc, sous quels aspects ce poisson est vénéré? Il porte tous les attributs d'Isis et on va le voir. On va le voir avec l'image suivante. Voilà. Donc, voilà comment les artistes de l'époque pharaonique représentaient ce fameux poisson Oxyrhynque qui avait avalé la 14e partie du corps d'Osiris. Et vous voyez qu'il porte les cornes. Ouais. Exactement comme la déesse Hathor, mais aussi Isis, parce que Hathor a les traits d'Isis, donc Hathor c'est Isis et Isis c'est Hathor en même temps. Et vous voyez que ce fameux disque de la lune, et la lune, en réalité, Isis symbolise la lune, elle symbolise le mois, elle symbolise l'année également. Donc on a un certain nombre d'indices. Et vous voyez que cette localité, en égyptien ancien, cette localité où ce poisson est vénéré s'appelle Wabout. Donc vous voyez, on retrouve toujours notre homophonie avec le nom qui désigne la ville d'Abydos, About. Et ce terme rappelle bien le nom de la ville d'About,
d'Abydos, et ainsi aussi le nom du poisson. Alors, qu'en est-il de Coquia, nom de la localité citée par Félix Dubois que vous avez cité la semaine dernière? Alors, je ferai remarquer que la racine consonantique du terme Coquia comporte 2 cas. Ouais. Et nous ignorons pour l'instant le sens de Coquia, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est la structure de ce squelette consonantique. Et cette racine, ce squelette consonantique avec le double K, nous ouvre à des mots un peu particuliers avec la série que je vous présente. Le sango keke bâton, le bassa kek bâton, le setswana koti bâton, c'est la même racine. C'est toujours ko ou coq. Et en Ewondo, on dit une coque, l'arbre couché pour faire un pont. Le la dit kokolo, arbre couché pour faire un pont. Le poto bantou côte, entrée, pénétrée. Alors je vais aller au yombe directement. Kukote, entrée, pénétrée. Kikongo, kota, connaître, pénétrer. Et en dogon, uku, connaître. Donc voilà la série que nous permet de dégager justement ce nom. Et quand même que le terme Kokolo qu'on connaît ici, je ne sais pas si c'est de la même origine, mais en tout cas, on sait que Kokolo ici, c'est un endroit où on se retrouve de façon assez intime avec un homme et une femme où font un petit Kokolo. Oui, absolument. Mais ça touche à une dimension sacrée qui est le mystère de la transmission de la vie. Et donc, si il y a 2 choses que nous allons bien évidemment développer la prochaine fois, c'est comment nos ancêtres concevaient justement le mystère de la procréation. C'est le mystère des mystères, d'accord? Et le père des mystères, c'est Osiris. Il faut le savoir aussi. Donc nous aurons l'occasion de nous étendre là-dessus. Mais nous sommes pile poil là-dedans. Vous avez vu que, par exemple, dans la Bible, on vous dit Adam a connu Ève pour dire qu'il l'a pénétrée. Donc vous avez vu qu'il y a une relation entre connaître et pénétrer. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Ouais. Le lien entre le bâton fait connaître, le fait de connaître et de pénétrer. Et le lien aussi du Kokolo, du Congo-Lio, parce que tout ça c'est lié. Et je rappelle, on va le dire quand même, que quelquefois le sexe de l'homme est traité de bâton. Hein, oui, mais tous les mots qui désignent la sexualité dans les langues, tous les mots qui désignent le sexe de l'homme sont associés soit au métal, donc c'est une tige en métal, ou soit une tige en végétal, donc le bâton. Et ceci touche justement à la question de l'apparition du premier ancêtre. Donc vous voyez, on est en train de parler, nous sommes sur la piste des ancêtres, des premiers ancêtres égyptiens des Songhai, et vous voyez qu'on tombe pile poil dans le mythe. Voilà. Bien le cas de nous. Merci en tout cas Jean-Luc, on va retrouver la semaine prochaine. Je rappelle que nous avons reçu ici Hélène Polifonte, la maire de la ville de Bimao, suite donc à sa conférence de presse qui s'est tenue ce matin. Elle a réaffirmé que pour elle, la question du point 2 du protocole a été appliquée totalement, sauf que elle ne peut pas l'appliquer de la manière dont réclame le GTG, dans la mesure où il y a un certain nombre de critères qui sont pris en compte, et pour elle, cette application totale deviendrait totalement illégale. Le GTG fera une conférence de presse cet après-midi. Isabelle Flandrina était notre invitée. Elle a parlé de cette croisière Nord-Caraïbes qui se fera du 9 au 16 février, et c'est une croisière qu'on appelle désormais la First Caribbean Business Cruise. C'est la 2e édition. Si vous êtes intéressé, il y a un numéro de téléphone auquel vous pouvez répondre. Et puis comme d'habitude, nous avons eu notre Edamiso avec Jean-Luc, et je rappelle quand même que du point de vue de l'actualité, c'était aussi la télémédecine qui devrait fonctionner à Marie-Galante, permettant aux Marie-Galantais de ne pas avoir à se déplacer, pouvoir effectuer une visite médicale, et on parle même d'opération en télémédecine, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, il est 13h55, la réalisation était assurée par Zébris. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL News. À demain. Merci de l'écoutation à Zoti, de garder à Zoti, quel que soit là, je cahier, je là. Voilà, à demain à la même heure.